Troisième partie, donc, que j'ai titré la question du langage. Je voulais aborder un certain nombre d'éléments qu'on trouve dans l'écriture de Lagarce, qui sont récurrents au fil des scènes, et donc qu'on n'abordera pas forcément à chaque explication qu'on fera. Alors d'abord, quelques mots sur le théâtre. Étymologiquement, le théâtre, c'est le lieu où l'on regarde. C'est pas ça ne désigne pas la scène, hein, en grec, c'est le mot théatron, et voilà, ça se prononce théatron avec un E si vous voulez pour la prononciation. Donc le lieu où l'on regarde, ça désigne les spectateurs au départ. Il y a également le terme de drame, en grec c'est drama, qui signifie l'action au départ, hein, simplement, c'est pas l'action forcément dramatique au sens où il se passe des choses graves. Dramatique au départ, ça signifie simplement qu'il y a une action, et que le théâtre a pour particularité justement de représenter des actions, de ne pas les raconter. Il y a un troisième terme qui est important, c'est le terme de crise. Alors ce terme-là, on le trouve dans la tragédie classique, notamment, qu'on a parfois appelé chez Racine, notamment la tragédie crise. Alors la crise, comme son nom l'indique, c'est le moment où les choses se, se cristallisent et éclatent. Et bon, vous pouvez donner comme synonyme conflit, mais également concentration. Et s'il y a crise, s'il y a éclatement, s'il y a concentration, c'est parce qu'il y a eu, avant que la pièce commence, un certain nombre d'événements qui ont eu lieu et qui ont justement fait augmenter la tension entre les personnages. C'est le cas justement dans Juste la fin du monde, puisque tous les personnages ont un lourd passé, voire un lourd passif qui les oppose, une vie commune pour la plupart d'entre eux, puis une vie qui a été interrompue dans le cas de Louis, qui est parti prématurément, qui a laissé le reste de sa famille, qui les a abandonnés, comme ils le disent aussi parfois. La particularité, c'est que dans Juste la fin du monde, cette crise n'a pas vraiment lieu, puisqu'il n'y a pas d'instant décisif, celui qu'on attendrait depuis le début de la pièce, le moment où Louis annoncerait sa décision, pas sa décision, justement, c'est pas une décision, le moment où Louis annoncerait qu'il est malade et qu'il va mourir, eh bien, cette annonce n'a pas lieu. Donc, d'une certaine façon, la crise n'éclate pas juste à la fin du monde. Même si l'action est tendue, même si les personnages échangent des propos qui sont parfois assez désagréables, voire agressifs, eh bien, il n'y a pas à proprement parler de crise, puisqu'à la fin, on en est un petit peu au même point qu'au début. Ça peut se discuter, mais en tout cas, on n'est pas dans le niveau de violence que peut atteindre justement la tragédie. Là, on se retrouve à la fin avec des morts, des ruptures, des gens qui se suicident. Ici, c'est évidemment pas le cas, même s'il y aura un mort, mais ce mort, il sera hors de l'action. Et du coup, on peut se poser la question hein, de la présence ou pas d'action hein, dans Juste la fin du monde, puisque à proprement parler, il ne se passe rien, mais c'est penser que la parole n'est pas une action. Or, au théâtre, l'essentiel de l'action passe par la parole. L'action, c'est-à-dire, je sais pas, des courses-poursuites ou des échanges de coups de feu dans les films, par exemple, qu'on appelle de l'action, ou des combats, tout cela, traditionnellement, ça n'est pas vraiment représenté au théâtre, mais quand ça l'est, ça n'est pas la majorité de la pièce. Donc, en fait, l'action dans une pièce de théâtre, quelle que soit la caractéristique mouvementée que telle ou telle pièce peut avoir, l'action est essentiellement dans la parole. Et c'est le cas dans Juste la fin du monde, il ne se passe rien, il ne se passe que de la parole. Ainsi, on pourrait dire comme un critique qui s'appelle Le Combet, j'ai oublié son prénom, mais ça se trouve à la page 158 de l'édition Étonnant Classique, hein, si vous voulez retrouver la citation en entier. Il déclare donc que Juste la fin du monde est la préparation d'un cri et sa retenue. Alors, il fait évidemment allusion à l'épilogue, où Louis raconte ce cri nocturne qu'il voulait pousser hein, sur un viaduc et qu'il n'a jamais poussé, qu'il regrette. Donc intéressant, je l'ai mis dans les sujets de dissertation, justement, cette phrase, je l'ai mise, puisque elle paraît assez bien résumer la pièce. Alors on a aussi pu dire que le théâtre de Lagarce s'inscrivait dans un mouvement qu'on appelle le théâtre de la parole, puisque effectivement c'est la parole qui est vraiment au centre de la pièce. Alors non seulement la parole comme outil, mais la parole comme sujet. C'est-à-dire que toute la question ici est de savoir si Louis va parler ou pas.
et en parlant, va-t-il déclencher justement une action. Et il ne parle pas, mais sa parole est en question, et il est question de sa parole. Alors, l'autre conséquence, hein, toujours dans ce domaine, c'est que, évidemment, si les personnages ne disent pas ce qu'ils ont à dire, et que nous savons, nous, qu'ils ont à dire des choses, tout en ne les disant pas, et ben, ce qui devient important, c'est ce qu'on appelle le sous-texte, c'est-à-dire le non-dit. Tout ce qui est sous-entendu derrière leurs paroles, tout ce que leurs paroles devraient porter, qu'elles ne portent pas. Alors, ceux qui ont vu le film de Xavier Dolan comprendront cette importance du sous-texte, parce que véritablement, il travaille énormément là-dessus, peut-être un peu trop, c'est pour ça que j'ai mis exagère entre parenthèses, où on voit très souvent des gros plans sur les acteurs, sur les personnages, où on sent qu'ils ont envie de dire des choses, qu'ils se retiennent de dire des choses, mais qu'ils ne le font pas. Et comme je vous le disais, on comprend notamment par ce sous-texte, par ces gros plans, que le personnage de Catherine a visiblement compris la situation de Louis. Alors, vers la fin du film, il met un doigt sur ses lèvres, enfin, Louis met un doigt sur ses propres lèvres, pour signifier à Catherine de se taire, un petit chute un peu complice, qui lui dit, c'est une interprétation qui est la mienne et qui se retrouve ailleurs. Tu as compris, mais ne le dis pas aux autres. Voilà. Donc ce sous-texte est très important, bon, que ce soit, alors là, je parle souvent du film, mais il est très important dans la pièce elle-même. Le deuxième point dans cette question du langage, c'est la question du style. Alors, évidemment, je l'évoquerai dans les analyses, mais je ne vais pas faire une longue digression à chaque fois dans chaque analyse. Autant mettre en place des éléments que vous pourrez réutiliser pour chaque explication. Alors, le style de Lagarce se caractérise par... il est très représentatif. Il se caractérise par un jeu, hein, sur des répétitions, variations. On pourrait parler aussi de bégaiement, personnages qui se reprennent, qui hésitent. Une certaine sinuosité, c'est-à-dire des personnages qui tournent autour de la chose qu'ils ont à dire. Justement, toute la pièce fonctionne sur ce modèle-là. Je vous l'ai dit, il y a un point central, c'est l'annonce de Louis, mais qui n'est jamais faite. Donc on tourne autour sans jamais parvenir à arriver à dire. L'hésitation, évidemment, qui va avec ça. Et puis le questionnement sur la langue elle-même. Est-ce que j'ai employé le bon mot? Est-ce que j'ai employé le bon temps? Est-ce qu'il faut que je me corrige? Ce qui donc caractéristique, alors je ne me souviens plus du nom de la critique, mais elle est citée aussi dans l'autre introduction que je vous avais demandé d'écouter, ce qui caractérise une certaine pulsion de maîtrise chez les personnages, à savoir qu'ils veulent donc maîtriser leurs paroles, d'où une figure qu'on retrouve perpétuellement chez Lagarce, qu'on appelle d'un nom un peu savant, l'épanorthose. Alors l'épanorthose, c'est lorsque le discours se corrige lui-même. Volonté de remettre le discours droit, de rectifier l'expression, de rectifier le langage, de rectifier le contenu. Et ce qui est à remarquer, c'est toujours la même critique qui dit ça, c'est qu'une des caractéristiques de Lagarce, c'est que tous les personnages, plus ou moins, parlent de la même façon. Ils parlent tous Lagarce. C'est pour ça que c'est entre guillemets. Ils cherchent tous à s'exprimer et ils n'y parviennent jamais de manière satisfaisante. L'indicible n'est jamais dit, le cri est retenu. Alors, on pourrait prendre des exemples dans n'importe quelle scène, hein, j'ai pris un petit peu au hasard. Dans la scène 1 de la première partie, hein, quand Louis arrive et les présentations, c'est la première réplique de Suzanne, à la ligne 21. Tu lui serres la main, il lui serre la main. Tu ne vas tout de même pas lui serrer la main. Ils ne vont pas se serrer la main, on dirait des étrangers. Vous voyez, l'expression qui est reprise, on change le pronom, on passe à la modalité interrogative. Il ne change pas. Je le voyais tout à fait ainsi. Tu ne changes pas. Il ne change pas. Comme ça que je l'imagine. Il ne change pas, Louis. Et avec elle, Catherine, tu te trouveras, vous vous trouverez sans problème. Elle est la même. Vous allez vous trouver. Ne lui serre pas la main. Embrasse-la, Catherine. Donc vous voyez, des reprises, des répétitions, des variations, des hésitations, des rectifications. Ici, il n'y a pas véritablement d'interrogation sur le mot. Hein. Est-ce que c'est le bon mot? Bon, l'exemple que je prends toujours pour ça, c'est elliptique. Hein, c'est là encore Suzanne qui cherche ses mots, qui dit tu nous écris des lettres elliptiques, mais le mot ne vient pas tout de suite. Donc tout ça est très caractéristique. Hein, donc on le commentera à chaque fois, mais on ne fera pas cette remarque générale qui pourrait vous servir dans une dissertation, alors, en fonction du sujet. Le troisième petit point
que je voulais évoquer, la question du langage, et puis j'ai mis on y reviendra évidemment, puisque on va en étudier un de monologue, c'est la différence qu'on fait entre monologue et soliloque. Alors, un monologue, la définition est très claire, puisqu'un monologue, c'est lorsqu'un personnage est seul sur la scène, et que donc il parle, en général pour lui-même. Parfois, alors chez Lagarce, il y a parfois des moments où on pourrait penser qu'il y a des adresses au public, mais en tout cas, le personnage est seul sur la scène et il parle pour lui-même. Le soliloque, le personnage parle seul, il ne parle à personne en particulier, mais il n'est pas seul sur la scène. Et donc le soliloque est une figure assez moderne, qui est caractéristique, je l'ai mis, des personnages modernes, pour souligner notamment la solitude, comme chez un auteur, chez Beckett, un auteur que j'ai déjà cité. Effectivement, quand on parle seul sur une scène et qu'on est seul, il n'y a pas de souci, mais quand on parle seul alors qu'on est entouré par d'autres gens, là, il y a un petit peu plus d'autres problèmes. Alors, à différencier aussi, je ne l'ai pas noté, mais je peux le rajouter d'ailleurs, euh, de la tirade. La tirade, c'est une longue réplique. Alors, par exemple, Antoine, à la fin de la pièce, fait des longues tirades qui ne sont pas des soliloques, puisqu'il ne se parle pas à lui-même. Alors, je vous renvoie à la photocopie que je vous ai donnée de Vinaver sur les figures textuelles, où figure une définition justement du soliloque, mais qui est quelque chose d'assez récent dans l'histoire du théâtre, notamment au XXe siècle. Alors, euh, j'ai dit souvent que c'était une pièce sur le silence, sur le non-dit, mais paradoxalement, c'est une pièce où les personnages parlent beaucoup. D'où le terme que j'emploie de prolixité des personnages. Prolixité, c'est quand un discours se développe de manière prolixe, c'est-à-dire beaucoup trop importante par rapport à la normale. Finalement, moins on arrive à dire ce qu'on a à dire, plus on parle d'une certaine façon. Eh ben, on parle pour meubler le silence, parce que le silence renverrait au sous-entendu, renverrait à la chose qu'on a à dire et qu'on n'arrive pas à dire, alors que la parole, en quelque sorte, fait écran. Souvenez-vous de la citation, de la fausse citation de Stendhal. La parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée, qui est dans le rouge et le noir. Mais on a exactement ça. Plus les personnages parlent, moins parfois ils arrivent à dire ce qu'ils voudraient vraiment dire. Donc, d'où ma parenthèse, hein, on dit le vide, mais ce qu'il faut vraiment dire, on ne le dit pas. Et du coup, il y a une sorte de brouillage de la fonction d'une des fonctions du langage, qui est la fonction de communication. Et la communication, la vraie, ne se fait pas par le langage. Elle se fait par les silences. Elle se fait par les sous-entendus. Et là encore, je vous renvoie au film ou aux mises en scène, mais c'est plus clair dans le film, pour voir comment les personnages arrivent à communiquer des émotions euh, sans les exprimer. Alors c'est parfois un peu voyant, hein, comme la scène où la mère demande à Louis de lui donner un avis sur son parfum, et c'est une manière pour elle de le prendre dans ses bras. Donc évidemment, ça a été rajouté par Dolan, mais ça montre, c'est pas de la manipulation, mais ça montre que les personnages n'arrivent pas à se dire directement les sentiments qu'ils peuvent exprimer, qu'ils peuvent éprouver, pardon, les uns pour les autres. J'en arrive à l'avant-dernier point, hein, une question qui pourrait être importante aussi pour les analyses. Alors, est-ce qu'on peut parler chez Lagarce d'écriture versifiée? Si on prend une définition de la poésie extrêmement basique, hein, qui a été donnée par un écrivain qui s'appelle Gide, G-I-D-E, il dit la poésie, ça consiste à revenir à la ligne avant la fin de la phrase. Bah, évidemment, Lagarce fait ça tout le temps, revenir à la ligne avant la fin de la phrase. Il revient à la ligne au milieu d'une phrase, il revient à la ligne, une virgule, il revient à la ligne dès qu'il ressent le besoin de revenir à la ligne. Hein. Il n'y a pas besoin de prendre 150 exemples pour ça, je ne vais pas reprendre le même que tout à l'heure, mais si je prends le début de la scène 3, je vais marquer des pauses très fortes à chaque fin de ligne. Lorsque tu es parti, je ne me souviens pas de toi. Je ne savais pas que tu partais pour tant de temps, je n'ai pas fait attention. Je ne prenais pas garde. Et je me suis retrouvé sans rien. Je t'oubliais assez vite. J'étais petite, jeune, ce qu'on dit, j'étais petite. Alors il n'y a pas forcément toujours des points à la fin de chaque ligne, il y a parfois des virgules, mais ça n'empêche pas justement Lagarce de revenir à la ligne. Alors, on pourrait se dire qu'on serait face à des vers libres. Oui, pourquoi pas, une forme de vers libre. Il y a un autre terme qu'on utilise pour le théâtre, c'est le terme de verset, un
comme on utilise dans l'écriture sacrée, hein, les versets ont une particularité, c'est qu'ils sont numérotés, justement. Alors, les versets ne sont pas disposés exactement de la même façon, mais le verset, c'est un terme qui a été utilisé par un auteur qui s'appelle Paul Claudel. Il se trouve que je parle depuis plusieurs cours sans le faire exprès, qui a écrit une pièce comme Le soulier de satin ou L'annonce faite à Marie. Allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Lui, il appelle ça même le verset pneumatique. Alors, pneuma, en grec, ça veut dire le souffle. Et finalement, c'est une bonne définition de ce que pourrait faire Lagarce aussi. Verset pneumatique, c'est-à-dire que chaque ligne de texte correspond en fait à une respiration, à une prise de souffle. Alors cette prise de souffle, elle est évidemment plus ou moins longue en fonction des sentiments du personnage, en fonction de ce qu'il a à dire. Et je prends cette fois la scène, c'est la scène 3 de l'intermède, c'est Louis. Et pour ne pas avoir peur, comme lorsque je marche dans la nuit, je suis enfant, et il faut maintenant que je revienne très vite. Je me répète cela, ou bien plutôt je me le chantonne pour entendre juste le son de ma voix, et plus rien que cela. Je me chantonne que désormais, la pire des choses, je le sais bien, la pire des choses serait que je sois amoureux. La pire des choses, que je veuille attendre un peu. La pire des choses. Voilà, à la fin de la scène, il chantonne. J'ai pas vraiment chantonné, mais à chaque fois que effectivement je suis revenu à la ligne, j'ai repris mon souffle, et ça suppose, vous voyez, une diction assez particulière, comme si finalement l'auteur vous indiquait à l'acteur à quel moment respirer, à quel moment marquer une pause, à quel moment réfléchir, alors même que la phrase continue. Donc ça, c'est évidemment très intéressant parce que c'est une rupture avec la parole normale, où on fait les pauses un petit peu comme on peut, et, et surtout, c'est pas une écriture en vers, au sens où c'est pas une écriture en alexandrin, etc., mais c'est une écriture qui finalement impose, d'une certaine façon, pas forcément une diction, pas forcément un ton, bien sûr que non, mais impose un rythme. Alors on peut lire, on peut prononcer ces phrases plus ou moins rapidement, mais c'est très difficile de les enchaîner à la lecture parce on perdrait le sens du texte. Je peux vous faire une comparaison. Là, j'ai pris la scène 10, hein, je prends vraiment les scènes au hasard. Scène 10, c'est Louis qui parle tout seul. Au début, ce que l'on croit, j'ai cru cela, ce qu'on croit toujours, je l'imagine, c'est rassurant, c'est pour avoir moins peur, on se répète à soi-même cette solution comme aux enfants qu'on endort, ce qu'on croit un instant, on l'espère, c'est que le reste du monde disparaîtra avec soi, que le reste du monde pourrait disparaître avec soi, s'éteindre, s'engloutir et ne plus me survivre. Là, je n'ai pas respecté justement les pauses. Si je reprends cette fois avec les pauses, au début, ce que l'on croit, j'ai cru cela. Ce qu'on croit toujours, je l'imagine, c'est rassurant, c'est pour avoir moins peur. On se répète à soi-même cette solution comme aux enfants qu'on endort. Ce qu'on croit un instant, on l'espère, c'est que le reste du monde disparaîtra avec soi, que le reste du monde pourrait disparaître avec soi, s'éteindre, s'engloutir, et ne plus me survivre. Tous partir avec moi et m'accompagner, et ne plus jamais revenir. Que je les emporte, et que je ne sois pas seul. Là, vous voyez, vous entendez plutôt la différence. Elle saute aux oreilles, et je ne me réécouterai pas, mais vous me direz si c'est efficace. On ne peut pas ne pas lire comme Lagarce nous impose de lire. Et ça, dans un texte qui, justement, à la première lecture, paraît assez simple, assez plat, eh bien, à la profération, c'est un texte qui prend de l'ampleur, qui prend de la puissance, qui prend de la force, uniquement avec ses pauses. Et ce sont les pauses qui donnent de la force au discours. La première lecture que j'ai faite est sans doute relativement inaudible. Là encore, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, le cadre n'est pas rigide, ce ne sont pas des alexandrins. Je n'ai même pas fait attention si de temps en temps il n'y avait pas un alexandrin qui lui échappait, c'est possible. Et donc on peut parler d'écriture poétique sans chercher forcément justement la poésie, mais au contraire, une parole qui ressemble, hein. Toutes les phrases qu'on lit pourraient être des phrases normales, prononcées par des personnes normales du quotidien.
Et d'ailleurs, hein, c'est une parenthèse, mais l'expression théâtre du quotidien, c'est une expression qu'on a utilisée pour des auteurs de la fin du XXe siècle, des auteurs qui semblent représenter une vie humaine de leur époque totalement réaliste. Est-ce que c'est vraiment le cas pour Lagarce? Je ne suis pas sûr. Et donc, c'est une parole qui ressemble à première vue à une parole quotidienne, du sermo quotidianus, si on voulait faire un latinisme, mais qui, en fait, est véritablement une parole théâtrale, qui est faite pour être proférée sur scène. Donc, puisque je parle de cette parole théâtrale, il y a un dernier concept que je voulais mettre en place, c'est le concept de parole trouée. J'ai mis ça entre guillemets parce qu'il y a beaucoup d'auteurs et de critiques qui emploient ce terme. Alors, la parole trouée, c'est la définition même du théâtre. C'est-à-dire qu'au théâtre, vous n'avez que le texte sous les yeux. Quand vous êtes metteur en scène, quand vous êtes acteur, quand vous êtes lecteur, vous n'avez que le texte. Surtout comme chez Lagarce, il y a très très peu de didascalie. Hein. J'en ai cité une à la fin de la scène 9 de la première partie, ou une à la fin de l'intermède, qui est un petit peu plus intéressante, à la fin de la scène 8 de l'intermède. Non, c'est à la fin de la scène 8 de la première partie aussi, de la scène 9, pardon, la première, oui. Allez, on reprend. À la fin de la scène 9 de la première partie, c'est Catherine reste seule, donc c'est intéressant comme didascalie, il n'y en a pas eu beaucoup avant. À la scène 8 aussi de l'intermède, Suzanne Antoine vient de sortir en lui ayant lancé un ta gueule Suzanne, et Suzanne, elle rit là, toute seule. Donc, encore une fois, une didascalie très importante. Il y en a quelques autres qui sont disséminés dans le texte, donc je vais enlever le seulement, parce que c'était une interrogation, mais il y en a d'autres, très très peu. Hein. Donc, il y a fort peu de didascalie. Du coup, un metteur en scène, un acteur, un lecteur, les didascalies, est obligé de se les faire lui-même. Comment je dis ça? Où je me mets? Qu'est-ce que je fais? D'où je viens? D'où des enseignes assez différentes de la pièce de Lagarce. Mais si vous y réfléchissez bien, c'est une définition qui peut s'appliquer à n'importe quel texte de théâtre. Puisque, quelle que soit la taille des didascalies, il y a toujours un certain nombre de choses qui ne sont pas précisées par l'auteur. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de texte troué. Il manque des choses dans un texte de théâtre. Et c'est seulement la mise en scène et l'interprétation qui vont apporter, qui vont combler les trous, qui vont combler les vides. C'est le travail de la mise en scène, de remplir les trous. Mais cette notion de texte troué chez Lagarce, elle va un tout petit peu plus loin que ça. Parce que chez Lagarce, la parole est doublement trouée. Elle est trouée parce que c'est une parole de théâtre, donc il manque des informations pour la mise en scène, mais elle est trouée aussi parce que les personnages s'interrompent sans arrêt. Ça renvoie à ce que je disais au début sur les éléments, les figures qu'on retrouve souvent dans les répliques de Lagarce. Et là, la figure que vous pouvez utiliser, c'est, vous pouvez utiliser le nom, c'est l'aposiopèse. L'aposiopèse qui veut dire simplement quand un personnage s'interrompt. Vous avez 3 petits points, tout simplement. Et donc, on a des paroles elliptiques, j'aime décidément bien ce mot, une parole précise, une parole allusive. On sent qu'il manque des choses dans les discours tenus par les personnages. Et pas simplement parce qu'on est face à un texte de théâtre. Quand bien même le texte est proféré, c'est une parole qui reste trouée, une parole où il faut combler des manques. Voilà, c'était donc la fin des petits points que je voulais ajouter, mais comme je ne voulais pas que ça dure non plus 3 heures, je vous transmets cette petite vidéo.